Salut Vic, Salut. comment ça va? Ben, ça va très bien, ça va. On a, on t'a fait venir pour un sujet particulier, sujet plutôt, disons, dramatique. Euh, que se passerait-il demain si une frappe nucléaire arrivait aux côtes américaines, entre autres les États-Unis? Canada en tant que larbin, je pense pas qu'il y arrive quoi que ce soit, mais aux États-Unis, avec la menace actuelle avec la Russie, on voudrait un peu élaborer là-dessus. Alors on va d'abord mettre peut-être une petite histoire autour de tout ça, un peu valider l'actualité, voir ce qui se passe et qu'est-ce qui pourrait conduire à ça. Donc on a vu actuellement les tensions qui montent des deux côtés de l'Atlantique. D'un côté les Russes essayant de protéger ce qui se passe en Syrie, gouvernement Bachar al-Assad, et mettre des holas sur la zone en fait en disant vous ne pouvez pas aller là, et nous nous occupons de tout ça tout en essayant de chasser les hordes de Daesh et les gens d'Al-Nosra. Les États-Unis aussi de l'autre côté qui répondent en disant nous on veut notre part du gâteau. C'est un peu ça. Ouais, ben, ils veulent surtout défendre les terroristes modérés. Je vois pas ce qu'il y a de modéré à être terroriste, mais bon, enfin. Oui, les terroristes modérés, c'est ça. On sait, on a su aussi depuis un petit bout de temps que finalement l'Arabie Saoudite et le Qatar financent aussi Daesh. Il y a des histoires de pipeline qui devaient passer à travers la Syrie, pipeline qui venait du Qatar et enfin peut-être plus de l'Arabie Saoudite. Euh, Ça n'a pas plu puisque Bachar al-Assad a refusé, se tournant plutôt vers la compagnie Gazprom de Russie. Donc voilà, tout est en train de chauffer. Quelle est ta vision par rapport à tout ça? Ben, c'est pas la vision alarmiste à laquelle on est habitué normalement. Ce qui se passe, c'est que oui, c'est un jeu de blocs. D'un côté, le tout-puissant empire américain, qui est de moins en moins puissant d'ailleurs, comme Brzezinski l'a reconnu récemment. On a ça, c'est un empire qui veut maintenir sa suprématie. C'est un empire qui est désespéré parce qu'il est en train de reculer. Et de l'autre côté, on a la Russie qui a déjà été un empire. Il faut se rappeler, là, jusqu'à 1917, c'était l'empire tsariste. Ensuite, c'est devenu l'empire soviétique. Un petit épisode de quoi, une quinzaine d'années où ça s'est écroulé. Et tranquillement, la Russie est en train de retrouver un peu son aplomb. Avec moins de force qu'avant, moins de ressources qu'avant, mais néanmoins des ressources stratégiques importantes. Comme de quoi a besoin un empire habituellement? Il y a besoin d'espace. Il y a besoin de zones d'influence. Il y a besoin de zones qu'il va contrôler afin de pouvoir, euh, euh, si on veut gérer des échanges entre l'Empire central et les périphéries. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que les empires s'enrichissent. Là, on a un clash, parce qu'on a deux empires qui s'affrontent. Derrière, Ce qui au passage n'est pas nouveau. non, c'est tout à fait c'est conventionnel. Ça a été de tout temps dans toutes les périodes de l'humanité. Ce qui l'est moins, c'est les armes dont on dispose aujourd'hui. Ça, c'est une autre affaire. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a un troisième empire qui est plus ancien que les deux. C'est l'empire de Chine. La Chine, qui elle aussi a toujours été un empire, qui pendant un siècle et demi, a cessé de l'être, a perdu sa force, a perdu son influence, et qui maintenant est en train de faire un retour. On le voit d'ailleurs par toute sa politique militaire qui a complètement changé. Avant, la Chine se souciait de l'autodéfense, mais maintenant, elle est en train de développer des forces de projection avec des porte-avions, même des porte-avions catamarans. En tout cas, c'est assez moderne, assez futuriste. Et une aviation, des vecteurs de lancement de missiles, d'ogives nucléaires. Bref, la Chine est en train de se métamorphoser, de se donner les moyens de redevenir l'empire qu'elle a été. D'autant plus qu'on peut noter également qu'ils sont très présents au Moyen-Orient au niveau des entreprises, au niveau du business. Il y a beaucoup de plus en plus de Chinois en Afrique en fait. Oui, bien, le Moyen-Orient, oui, mais l'Afrique est pratiquement colonisée par la Chine. Et des fois, c'est la Chine et Israël ensemble, d'ailleurs. Ce qui est, à première vue, paradoxal, mais quand on regarde les choses, au fond, non, c'est pas surprenant. Pas parce qu'ils ont des affinités idéologiques fondamentales, c'est simplement une question d'intérêt. Alors, oui, la Chine est en train de se positionner,
Et pendant qu'on a l'attention sur l'affrontement entre la Russie et le bloc de l'OTAN, mais pendant ce temps-là, la Chine pousse ses pions. Ouais, exactement, ouais. Et d'ailleurs, on peut voir que les alliances, enfin, on le voit dans l'histoire, les alliances se défont. Donc, qui sait ce qui arrivera demain? Il y a l'alliance des BRICS, entre autres, qui est assez intéressante, parce que là, on va aborder le thème justement d'une frappe nucléaire, mais à côté de ça, il y a l'effondrement économique. Tu peux nous en dire deux mots là-dessus, Vic? Oui, l'effondrement économique, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas une grosse crise économique et après tout va bien aller. C'est plutôt la fin de la fête. Depuis que l'Occident s'est lancé dans la technologie, et ça remonte au 17e siècle, peut-être même un petit peu avant, on a toujours utilisé plus d'énergie pour être capable de faire des choses. Par exemple, si on parle des armements, on avait les arcs et les flèches. Ça requérait un mouvement, utiliser la force musculaire d'un être humain pour lancer un projectile. On a développé les armes à feu. On n'a pas inventé la poudre, mais on a inventé les armes à feu. Ce qui fait qu'on fait du travail préalable. Ce travail-là, c'est une dépense d'énergie, une dépense plus grande d'énergie. Récolter le salpêtre, le soufre, fabriquer le charbon de bois, moudre tout ça, mélanger, en faire de la poudre noire. Ensuite, charger une carabine, c'est beaucoup plus d'énergie pour envoyer un projectile que juste tirer le bras et lâcher. Mais c'est plus puissant. Ben, on a commencé à faire ça, on s'est développé et on a toujours eu besoin de plus d'énergie. Les gains de productivité qu'on voit dans les entreprises, si tant est qu'il existe encore, c'est juste par l'apport d'énergie supplémentaire. Et non pas une personne a des limites physiques à son travail. Mais si on lui donne des multiplicateurs de force, elle est capable d'en faire beaucoup plus. Mais là, on est arrivé à un niveau de consommation d'énergie tel qu'on est en train de finir de vider les réserves d'essence. En fait, il y avait dernièrement une nouvelle qui était sortie pour dire qu'on allait bientôt vivre à crédit par rapport à la nature, aux ressources naturelles. Ben, c'est déjà fait. Je pense que il faudrait cesser de vivre 6 mois par année pour être capable d'utiliser des ressources et de ne pas les épuiser. Mais encore là, si on parle d'or, de fer, de charbon, de pétrole, tout ça, ce sont des ressources qui ne sont pas renouvelables. Le pétrole, théoriquement, il l'est, mais ça prend des millions d'années. À moins qu'on soit incroyant de la théorie du pétrole abiotique, mais j'y crois pas. Donc, jusqu'à présent, le pétrole se forme sur des millions d'années. Et les réserves, on a utilisé plus que la moitié. Or, il faut savoir que quand on extrait du pétrole, ou en fait n'importe quelle ressource, on prend la partie la plus facile d'abord, puis après ça, on va prendre la partie la plus difficile à extraire. Et la partie la plus difficile à extraire, elle coûte cher en énergie. On arrive là. On arrive au moment où ce sera pratiquement plus rentable énergétiquement parlant d'extraire du pétrole. Qu'est-ce qui reste? Il reste quoi? Des centrales nucléaires. Mais les centrales nucléaires, ça ne remplace pas le pétrole. Le pétrole, on en a besoin pour toutes sortes d'applications. Oui, on peut faire des véhicules électriques. Mais es-tu capable d'imaginer une armée en campagne avec des véhicules électriques? Ça n'a aucun sens. Qui ne pourraient pas combattre les mines en face puisqu'ils n'auraient pas, par exemple, rechargé leur batterie avant de partir. Ben, c'est un problème. Et jusqu'à présent, les centrales nucléaires mobiles, ça n'existe pas. Donc, non, c'est inimaginable. Le pétrole est essentiel quand ça va devenir trop coûteux en argent ou en énergie. Eh bien, ça va être la fin des haricots et on va revenir à un niveau technologique antérieur. Et d'après toi, est-ce que tu as une date à donner, disons une échelle de date? La fin des haricots, ce serait... Beaucoup en parlent. Pierrot en parle, Pierrot San Giorgio. 10 ans maximum? Je n'aime pas donner de date. Okay. Parce que, tu vois, il y a déjà des ressources. Il y a certains métaux, je pense que c'est le hafnium, qui est déjà épuisé. On en trouve des traces un peu partout, mais là, il n'y a plus de mines. On n'en trouve plus. L'argent, c'est pour bientôt. L'or, c'est pareil. Il va y avoir le pétrole, il va y avoir d'autres métaux. Le fer, c'est un des derniers qui va disparaître, mais
En attendant, c'est parce que c'est progressif. Il n'y aura pas de date précise où on peut dire l'effondrement a commencé là. On peut parler d'une phase d'effondrement qui, formellement, je dirais qu'elle a commencé avec la disparition du fameux métal en question, il y a quelques années, ou qui a commencé avec le pic oil, le pic pétrolier. On peut peut-être mettre cette date-là comme une date de début, mais ça va s'échelonner sur des dizaines et des dizaines d'années. Par contre, on va voir plus rapidement que ça les effets de la diminution. Par exemple, à l'heure actuelle, à chaque année, il se perd 800 000 hectares de terres arables. Alors, la production alimentaire descend, la population, elle, augmente. Alors, c'est sûr que le nombre de calories par habitant va finir par diminuer. Nous, on ne s'en rend pas compte en Occident, parce qu'on est des pays riches. Même les pauvres de nos pays riches sont moins pauvres que la classe moyenne, disons, des pays pauvres. Et quand il va y avoir des pénuries, c'est d'abord dans les pays pauvres que ça va survenir. Mais on va finir par le voir, parce que le prix des aliments va augmenter. Ce qui est déjà commencé d'ailleurs dans certains pays en Asie, j'ai des témoignages à l'appui où il y a des prix qui ont vraiment gonflé, entre autres tous les produits, disons, de base en Asie. Le riz qui est essentiel pour chaque Asiatique, les farines ont augmenté beaucoup, les huiles. On commence déjà, je pense, à y assister. Ben, ici aussi, d'ailleurs, le prix des aliments a augmenté considérablement depuis 5 ou 6 ans. En fait, depuis 2008. Depuis 2008, Depuis la crise des subprimes, en fait. Oui, exactement. Et là, on voit le bœuf qui a pratiquement doublé récemment. Là, évidemment, les gens se jettent sur des produits de remplacement, dont le porc, le poulet. Le porc a beaucoup augmenté. Alors, on ne s'en sort pas, là. Je veux dire, ça ne va pas aller en s'améliorant. Parce que la terre, ça ne s'invente pas. Elle est là, on l'exploite, et si on la détruit, il n'y en a plus. Effectivement, ouais. Ça, c'est pour l'aspect, disons, économique. Maintenant, en plus de l'aspect des guerres et de l'économie, nous sommes dirigés par une genre d'élite assez, disons, eugéniste, qui sait trop voir des gens disparaître de cette planète, enfin ceux qui ne consomment pas, en fait, ceux qui n'ont pas de crédit, ceux qui ne servent à rien, en fait. Donc tout converge vers un scénario, disons, catastrophique. Ben, j'aime pas dire catastrophique, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a une chose qui est certaine, et on le voit en Occident. On cherche à faire disparaître la race blanche. La race blanche européenne, même si on est en Amérique et que je suis né ici, je fais partie de la race blanche européenne. On cherche à la faire disparaître. Et ça, ce n'est pas de la paranoïa. Il y en a qui vont dire que c'est de la paranoïa, mais on s'en fout parce qu'il y a des documents qui l'établissent. Le plan Coudenhove-Kalergi qui mentionne qu'il faut métisser la race blanche. Parce qu'il faut reconnaître une chose. Dans l'histoire de l'humanité, quelle est, appelons-la ethnie, si le mot race dérange, quelle est l'ethnie qui a conceptualisé les révolutions, les révoltes populaires? Si on regarde dans l'histoire de l'Europe, le Moyen-Âge est rempli de révoltes populaires. Les jacqueries, la révolte je pense que c'était les Siompis, il y en a à tous les 10, 15, 20 ou 30 ans. Et ça, c'est avant même d'arriver dans la période de la Réforme, où là, il y a eu les protestants qui sont nés. Ça a créé d'autres sortes de conflits qui sont devenus religieux, mais en fait qui étaient idéologiques, pour culminer avec la Révolution française. Ben, les révolutions françaises, parce qu'il y en a eu plusieurs dans ce qu'on a appelé la Révolution. Et Révolution et coup d'État, dans le fond. Et là, on est entré en plein dans l'ère des idéologies. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis peut-être 40 ou 50 ans, les élites ont trouvé le moyen d'utiliser l'idéologie pour empêcher les révoltes, pour empêcher En fait, les vraies révoltes, pas les révoltes que eux peuvent se contrôler d'un coup de baguette. C'est ça. En fait, c'est la guerre quatrième génération, c'est-à-dire ça consiste à créer ses ennemis, à leur mettre nos idées dans leur tête. Ainsi, on sait comment ils fonctionnent et on sait où ils vont aller. Ce qui nous permet de... En fait, c'est le contrôle. C'est le contrôle absolu. Ce qui fait on a assisté au développement de l'individualisme. C'est pas arrivé tout seul.
mesdames, messieurs, qui vous pensez un être exceptionnel et unique sur la planète, vous avez été façonnés par des gens qui ont décidé qu'à un moment donné, ce serait une bonne chose pour leur plan de développer l'individualisme. Et pour leur porte-monnaie aussi. Eh bien oui, pour leur porte-monnaie. C'est le but ultime. En fait, c'est pas tellement le porte-monnaie, c'est le contrôle. Ces gens-là, l'argent, ça ne veut rien dire. L'argent, c'est un outil. Ce qu'ils veulent, c'est le contrôle. Avec le contrôle, on peut imprimer de l'argent comme on veut. Les banques le font. Les États le font. On peut décider de ce qui se passe. On n'a même pas besoin de déplacer des sommes d'argent. On n'a qu'à prendre une décision et à la faire mettre en place. Par manipulation justement de l'élite. Non, tout à fait. C'est exactement la réalité. Les manipulations, on peut en rebondir un peu sur notre sujet un peu d'aujourd'hui. Ouais. Ce qui se passe au Moyen-Orient, avec des gens qui sont apparemment idéologiquement manipulés des deux bords. Par des espèces de prêcheurs qui portent des montres Lex à 5 000 $, d'un côté, coupeurs de tête, et de l'autre côté par une élite, disons, atlantiste, sioniste, qui aime manipuler tout ça. D'après toi, où tout ça va finir? Est-ce que donc la probabilité d'un conflit nucléaire avec la Russie s'approche? Ou est-ce tout simplement un jeu d'échecs où chacun avance ses pions? L'analogie avec le jeu d'échecs est très bonne. Ça fait référence au livre Le Grand Échiquier de Zbigniew Brzezinski, et qui a récemment d'ailleurs déclaré que le projet du Grand Échiquier n'était plus faisable parce que les États-Unis avaient manqué leur fenêtre d'opportunité. Ils ont avancé un mauvais pion. Oui, ou ils ont pris des mauvaises mesures, des mauvaises décisions, ils n'ont pas mis les bonnes ressources au bon endroit, peut-être. Je ne sais pas, j'ai pas fait l'analyse détaillée de tout ça et je ne crois pas être capable de la faire non plus. Par contre, ce que ça m'a inspiré, cet article, parce que j'ai réfléchi là-dessus, j'ai fait d'autres recherches, et j'ai l'impression qu'à l'intérieur de l'État profond américain, parce que non, les États-Unis ne sont pas une démocratie, c'est une corporation avec des allures démocratiques. Il y a une certaine oligarchie qui contrôle ce pays-là. C'est ce qu'on appelle l'État profond. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de conflit à l'intérieur de l'État profond américain. Il y a certains qui ont la vision du grand échiquier et qui veulent continuer à implémenter ce plan-là. Et il y en a d'autres, comme Brzezinski, qui est l'auteur du grand échiquier, qui ont réalisé que ça n'allait pas fonctionner. Et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas décidés encore à savoir ce qu'il fallait faire. Et on en voit la manifestation à travers quoi? À travers l'élection présidentielle. Où ça fait longtemps qu'on sait que les présidents ne sont pas élus, ils sont choisis. Si on est capable de contrôler seulement 2 personnes, un démocrate ou un républicain, on contrôle un pays. Mais là, c'est 2 visions qui s'affrontent, et ce n'est pas les visions des candidats tellement que les visions de l'État profond, des 2 courants dans l'État profond. Alors, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, parce que c'est peut-être, paradoxalement, l'occasion démocratique par excellence pour les États-Unis, eux qui n'en ont pas eu depuis longtemps. Ça va se décider dans les urnes. C'est quand même drôle de voir que l'État profond va choisir son clan, dans le fond. Non, c'est mal dit. C'est le peuple qui va choisir qui dans l'État profond a raison. Est-ce que l'avenir du monde se décide dans les urnes américaines actuellement? Non, je crois pas. Il faudrait que les Américains, je dis les Américains, mais c'est les États-Unis, il faudrait que les États-Unis soient tout puissants. Ils ne sont pas. Ils ont des faiblesses structurelles très importantes, entre autres un tissu industriel ravagé. Ils ont des problèmes raciaux terribles. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas à cause du racisme contre les Noirs, mais c'est à cause du racisme contre les Blancs. Parce que le racisme contre les Noirs, il n'y en a plus là. Ça fait longtemps. Là. Depuis les années 70, là, c'est fini. Le KKK, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait parler de lui. On en parle dans les médias à titre d'épouvantail, mais ça fait longtemps qu'on ne lynche plus les Noirs américains. Donc quand même, si les flics tirent à bout portant sur des Noirs, c'est parce que des Noirs ont commis des crimes?
Ben, il y a une étude de Harvard, si je me souviens bien. Ils se sont penchés sur la question. Et dans les cas où il y avait eu mort d'homme aux mains de la police, il n'y avait pas de surreprésentation des Noirs. Et généralement, les Noirs qui avaient été tués par la police, c'était justifié par les protocoles opératoires de la police. Là, maintenant, c'est peut-être les protocoles qui sont mauvais. Mais en même temps, quand ils vont tuer quelqu'un qui trouve une arme à feu sur lui, il est probable que les policiers l'avaient détecté et lui avaient demandé de lever les mains ou de l'acheter par terre. Ça, c'est des questions de détail. Par contre, au niveau des arrestations, il y a surreprésentation des Noirs, les interpellations. C'est du profilage racial, ce qui n'est pas tout à fait étonnant quand on considère qu'aux États-Unis, la communauté noire est extrêmement criminalisée dans son ensemble. Si on regarde les statistiques, c'est pas tous les Noirs qui sont des criminels, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la proportion de criminels chez les Noirs est beaucoup plus élevée que chez les Blancs. Peut-être justement parce que ils sont communautarisés en ghetto et qu'on ne favorise pas l'insertion de ces gens-là dans le milieu économique. Ou peut-être que le logiciel qui circule dans l'esprit des Noirs américains les empêche de se développer. Les Noirs ont une conscience raciale extrêmement développée aux États-Unis. Les Blancs ne l'ont plus. Ça date des années 60-70. Il y a eu des campagnes, ça a fonctionné chez les Blancs. Chez les Noirs, ça n'a que renforcé le sentiment racial. Ce qui fait que dans la situation de tous les jours, un Noir va s'identifier à un problème qu'il a eu et va trouver comme raison que c'est parce qu'il est noir. Alors que le Blanc va vivre le même problème et jamais il va se dire c'est parce qu'il est blanc. Bon, là, tu vas me dire, oui, mais la société... Le rapport de force est différent aussi. Oui, mais je veux dire, en général, le Blanc ne se voit plus comme blanc, il se voit comme américain. Et les Américains, c'est des Noirs, des Blancs, des jaunes, des rouges. Généralement, chez les Américains blancs, c'est comme ça qu'ils pensent. Chez les Américains noirs, ils sont d'abord noirs, ensuite peut-être américains. Ouais, enfin, je comprends tout à fait ta vision. En même temps, il y a beaucoup de choses qui circulent aux États-Unis, entre autres le fait, par exemple, que des agences d'avortement, le fameux Planned Parenthood, se trouvent souvent dans des ghettos noirs. Donc on essaye absolument de liquider les Noirs d'une certaine manière. En fait, on les a rendus esclaves. À l'époque, on les a libérés, mais finalement, est-ce que c'est parce que l'esclave coûtait trop cher à son maître et qu'aujourd'hui, il travaille? Enfin, il pensait travailler, mais le problème, comme tu dis, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de chômage chez ces gens-là. Il y a des problèmes de criminalité. Donc finalement, le plan de base ne fonctionne plus. Donc, est-ce que finalement, des gens comme Louis Farrakhan, qu'on entend souvent aux États-Unis, n'ont pas raison dans ce qu'ils racontent? Il raconte beaucoup de choses, Farrakhan. Il faudrait voir dans le détail chacun des points pour que je puisse dire si je trouve qu'il a raison ou pas. Mais effectivement, pour revenir à la question de la libération, les Noirs américains n'ont pas été libérés. Ils ont simplement changé de forme de servitude. En ce sens-là, ils sont allés rejoindre les Irlandais et tous les autres immigrants qui étaient du cheap labor aux États-Unis à cette époque-là. Donc, même s'ils ne sont pas libérés, c'est quand même une promotion. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose. C'est une anecdote, mais je la sors à tous les partisans de Black Lives Matter. Le premier esclavagiste de Noirs africains aux États-Unis était un Noir africain. Ça, on ne connaît pas l'histoire. Moi, j'ai une formation d'historien, alors je m'intéresse à ces choses-là. J'ai fait des recherches, je suis tombé dessus par hasard. À l'époque, il y avait un système d'esclavage temporaire. Ça ne s'appelait pas des esclaves, mais c'était des engagés, mais il y avait un maître et il y avait un engagé qui devait son cul au maître. Et le maître avait tous les attributs d'un maître d'esclave. Les engagements duraient 7 ans. On allait chercher des Africains. Ils faisaient leurs 7 années. Après leurs 7 années, ils avaient droit à avoir une terre. Ils étaient libres. Ils pouvaient avoir une terre. Bon. Un Noir qui a été libéré de cette manière-là a fait venir un autre Africain, l'a engagé. Cet autre Africain-là a fait défection avant la fin de son terme et
de ce fait, se trouvait dans l'illégalité, est allé travailler pour un autre maître. Le noir en question s'est adressé aux tribunaux. Il a fait reconnaître ses droits sur le noir qui était engagé et qui s'était libéré avant terme. Et le tribunal lui a donné raison et lui a donné la propriété de ce noir-là à vie. C'est comme ça qu'est né l'esclavage perpétuel aux États-Unis. C'est un noir qui a mis un autre noir en esclavage. C'est le premier cas. Ça, c'est pas connu et BLM n'en parlera pas. Ouais, ça remonte un peu aux histoires un peu différentes, mais qui vont dans le même sens, avec M. Zemmour en France qui disait au fond la même chose. Il disait que les premiers esclavagiser les Noirs, c'était des Noirs. Oui. Pour revenir à notre affaire, on a fait une grande parenthèse. Pour revenir à notre affaire de base, tout est lié, ouais, tout est lié. Exactement. Pour revenir à notre affaire de base, donc avec la montée justement du comment on appelle ça, des tensions des deux bords de l'Atlantique, si demain il y avait un conflit nucléaire, si demain il y a une espèce de parano qui décide d'appuyer sur le bouton, qui lancerait une guerre, on sait dernièrement que, pour faire une petite parenthèse rapide, qu'il y a eu une nouvelle comme quoi au Congrès américain, on disait attention, il ne faut pas être les premiers à appuyer sur le bouton. Évidemment, ça vaut ce que ça vaut. Les Américains ont toujours dit jamais l'arme nucléaire en premier. Sauf qu'ils l'ont fait à Nagasaki et Hiroshima. Ben, exactement. Donc, c'est le premier contresens. Ensuite, il y a des documents déclassifiés qui sont maintenant rendus publics et qui montraient les plans de première frappe contre l'Union soviétique qui venait d'avoir l'arme nucléaire. On parle à partir de 1952. Et il y a eu plusieurs plans comme ça où l'armée américaine se donnait les moyens de faire une première frappe. Et il y a eu un lobby pour anéantir l'Union soviétique par une frappe nucléaire, une première frappe. Donc, c'est de la bullshit. Malgré tout, il y a quand même cette idéologie de guerre préventive qu'on voit d'ailleurs chez leurs alliés en Israël, qui est au fond non pas un problème politique, mais un problème religieux, puisque chez les Juifs, l'histoire de guerre préventive, c'est-à-dire la défense avant de se faire attaquer, est prévue dans le Talmud. Donc on sent l'influence qu'il y a à travers tout ça. On voit que l'Israélien l'exécute. Évidemment pas à aussi grande échelle, mais quand il lance des opérations contre Gaza, on le voit. Donc pour toi, ça reste quand même de la bullshit aux États-Unis de guerre préventive est une foutaise. Là, on parle d'une autre chose. On parlait d'usage premier de l'arme nucléaire. Là, on parle de guerre préventive. Dans le cas d'Israël, ou dans tous les cas, c'est aussi de la bullshit. C'est du marketing de la violence. C'est un moyen de la rendre légitime et acceptable. Quand on fait une guerre préventive, c'est parce qu'on décide d'attaquer avant que l'autre soit prêt à nous attaquer. Il faut démontrer encore que l'autre était prêt à nous attaquer. Il faut démontrer, par exemple, que les Palestiniens disposaient d'à peu près 300 MiG-31, disons, et des bombes atomiques, et des chars, des T-90. À ma connaissance, ils ne les ont pas. Donc, guerre préventive, hein, mon œil. Le problème dans tout ça, Vic, c'est que quand une guerre se fait, entre autres guerre nucléaire, une fois que les dégâts sont faits, il n'y a plus personne pour savoir qui a commencé le premier. C'est ce que je croyais à l'origine. Et merci à Piero San Giorgio avec son dernier livre, NRBC. Il a remis les pendules à l'heure sur les effets d'une guerre nucléaire, même une guerre nucléaire totale. Ce n'est pas la fin de l'humanité. L'hiver nucléaire ne va pas durer 2 ans. Ça, c'était des scientifiques qui ont développé cette idée-là, dans le fond, pour faire peur aux gouvernants, pour empêcher la guerre nucléaire. C'est louable, mais ce n'est pas scientifique, même si ça vient de scientifique. Selon les vraies estimations, on aurait peut-être 2 à 3 semaines, peut-être 1 mois où les températures vont chuter. Disons, si ça arrive l'été, ça pourrait chuter jusqu'à -20. Bon, -20 au Québec, on sait faire. On est habitué, là. On sortira les skis. Ben oui. Mais, au-delà de ça, regarde, c'est quand même dramatique parce qu'il va y avoir des dizaines de millions de personnes qui vont mourir. Mais ce n'est pas la fin de l'humanité. C'est la fin de nos civilisations, probablement. Parce que la seule raison pour laquelle nous sommes si puissants, répète-toi ce que je te disais tout à l'heure, c'est l'usage de l'énergie. Mais quand tout est détruit, il n'y a plus de logistique possible. Il n'y a plus de capacité d'acheminer de l'énergie.
Donc, il n'y a plus de possibilité de multiplier sa force. Là, ça en met le compteur à zéro, en fait. Oui, exactement. Ça va être une chance pour l'Afrique. Ben, ils vont pouvoir nous dépasser. Oui, effectivement. Peut-être pas dans la subsaharienne, avec Ouais. le test intellectuel moyen de 60 à 65, ça va être difficile. Mais, question population, s'ils veulent déferler vers l'Europe ou l'Amérique, ils vont avoir la force physique et ils vont avoir les armes qui seront à peu près celles dont on va disposer nous-mêmes. Mais les probabilités d'une guerre nucléaire totale sont quand même faibles. Ouais, d'autant plus que les guerres, enfin pas les guerres, excusez-moi, les bombes aujourd'hui, à ce qu'on sache, elles font 256 fois ou 250 fois la puissance de ce qu'est Hiroshima. Donc une de ces bombes-là pourrait détruire un pays, un grand pays comme les États-Unis, quoi. Donc Il existe de tout en matière d'armes nucléaires. On a des armes nucléaires qui sont de l'ordre de 10 kilotonnes, et même de 500 tonnes, des mini-nukes. oui, il y avait eu des vidéos qui circulaient sur YouTube concernant des mini-nukes en Ukraine pendant la guerre. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. Ben, il y en a eu aussi sur le Yémen. On disait que les petites taches blanches qui apparaissaient sur l'écran, c'était des radiations. Puis, si c'était des radiations, ça aurait brûlé les pixels. La raison pour laquelle l'image, il y aurait eu des points blancs dessus, ça aurait été un pixel brûlé. Donc, ce pixel-là aurait continué à être blanc ou noir. Donc, c'était pas ça. Mais oui, il y a des mini-nukes de 500 tonnes. Il y a la Tsar Bomba je pense que c'est 100 mégatonnes, si elle est développée au complet. Le test qu'ils ont fait, je pense que c'était à 40 mégatonnes, ce qui est énorme. C'est une Tsar Bomba qui tomberait sur Montréal. C'est tout est rasé dans un rayon de 30 km. Et si une frappe arrivait chez nos voisins américains, disons, je sais pas, une frappe à New York éventuellement, quelles seraient les retombées pour le Québec? Ben, s'il y a une frappe à New York, il va y avoir une frappe à Ottawa, il va y avoir une frappe à Montréal, il va y avoir une frappe au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur toutes les bases militaires canadiennes, parce qu'on fait partie de NORAD. Donc, on fait partie de l'armée américaine. Même si l'armée canadienne est plutôt insignifiante par rapport aux autres armées, non? Oui, ben là, elle a beaucoup développé ses capacités avec l'Afghanistan, mais c'est quand même ridicule si on compare, par exemple, aux Russes. Mais toutes les capitales, tous les centres économiques, les centres énergétiques, Manicouagan, Bay James, ça va être détruit aussi. Si on attaque New York, on va y goûter nous-mêmes directement. Sans compter les retombées des explosions qui auront lieu ailleurs. Donc, si ça arrive, on n'aura pas à se soucier des retombées de la ville de New York qui remonteraient éventuellement vers nous, parce qu'on sera probablement plus là. Ok, d'accord. S'il y a une déflagration à New York, ça tremble jusqu'ici, ça crée un tremblement de terre, j'imagine? Non, c'est que si on attaque New York, Montréal va l'être aussi. Si c'est une guerre totale, c'est ce qui va arriver. Le scénario le plus plausible, c'est qu'on se serve des armes nucléaires tactiques, celles qu'on met dans un obus de canon, par exemple, pour pouvoir arrêter un assaut ennemi qui devient irrésistible. À partir de là, il va y avoir réplique par arme nucléaire un peu plus grande. Escalade, 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 escalade. Et il va peut-être avoir quelques villes de rasées, mais ce ne sera pas la grande attaque totale, massive. Je crois qu'on va arrêter avant. Mais il est possible que ça aille jusqu'au bout. Mais dans tous les cas, ça va commencer petit. Ça va peut-être escalader rapidement, mais ça va commencer petit. C'est-à-dire? Par des armes nucléaires tactiques sur un champ de bataille. C'est le plus probable. Envoyé à partir d'un canon, c'est ça que tu disais? D'un canon. Un canon de 105, je pense. Si je me souviens bien, là, c'est d'un obus de 105. Donc Ce qui est tout à fait commun dans l'artillerie, même que c'est dépassé maintenant. C'est 155 mm. donc pas d'envoi à partir d'un sous-marin nucléaire ou... Les sous-marins nucléaires sont là pour faire une deuxième frappe ou une frappe surprise. C'est des missiles à relative courte portée, 500-600 km. Un sous-marin qui serait à 50 km de New York lancerait son missile et 3 minutes après, c'est fini. Ça laisse très peu de temps de réaction.
Puis on a entendu, dernièrement, des gens s'inquiéter en Europe. Il y a beaucoup de bases militaires en Europe, bases militaires américaines, entre autres en Italie, où des gens ne sont pas très heureux de voir tout ça. On voit finalement qu'il y a une espèce d'intention des Américains d'entourer la Russie, de les isoler dans leur coin. En tout cas, tout se prépare à ce genre d'événement-là, même si... Je ne suis pas de cet avis-là. Depuis quelques années, les Américains sont en réduction de troupes. Les effectifs de l'armée de terre sont en train de fondre comme neige au soleil, à coût de 50 000 par année. Ça fait quelques années. Je pense qu'ils ont décidé d'arrêter de couper dans les troupes terrestres, parce que dans le fond, ils n'ont pas tellement besoin de l'armée, ils ont besoin surtout des Marines. Et de la technologie, Vic. Oui, parce qu'une guerre, par exemple, qui se fait, par exemple, avec quelqu'un qui est à la maison, assis, en train de se faire rapporter son Coca-Cola et puis ses pistaches par Rachel, par exemple, avec un joystick, avec un drone, on est capable de faire une guerre sans être vraiment sur place. Oui, je suis d'accord, mais ça ne remplacera jamais les boots on the ground. Si on veut occuper un terrain, ça prend des soldats sur place. On ne fait pas une guerre sans avoir de soldats. Parce que le but de la guerre, c'est quoi? C'est d'anéantir l'ennemi, mais des fois, à un moment donné, il va falloir aller chez eux. Surtout qu'on ne fait pas une guerre juste pour anéantir. On fait une guerre pour aller chercher les richesses. De tout temps, ça a toujours été comme ça. Ce qui explique la présence en fait des Américains au Moyen-Orient, en grande partie. Ben, exactement. Ça sécurise les approvisionnements énergétiques, ça permet de les contrôler. Encore plus important que de les sécuriser. Ça permet de pouvoir éventuellement faire un chantage. Si l'Allemagne ou la France se rebiffait, quittait l'OTAN et s'alliait, disons, avec la Russie, ce que les Américains redoutent dans le cas de l'Allemagne, le pétrole, il ne viendra plus d'Arabie Saoudite. Je ne sais pas où ils prennent leur pétrole, les Allemands, mais ça ne viendra plus du Moyen-Orient. De Daesh. Oui, de Daesh notamment. Via la Turquie. Non, ils l'achètent en Turquie, c'est du pétrole turc. Mais si ça arrive, toute la filière Moyen-Orient, c'est fini pour l'Allemagne. Ils vont devoir s'approvisionner auprès de la Russie. Alors, ce que la Russie d'ailleurs essaye de faire, ils essayent de pousser un peu les États européens à se départir, disons, de la tutelle américaine et de pouvoir vendre leurs produits, entre autres le gaz. Ben oui, d'ailleurs, la Russie a construit un gazoduc qui s'en va directement en Europe et qui traverse l'Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine se sert au passage et ne paye pas ses comptes. Ouais. Mais le but de tout ça, dans le fond, c'est quoi? Quand tu commerces avec ton ennemi, tu ne peux plus lui faire la guerre. En ce sens, c'était sage de la part des Russes de vouloir développer le commerce, surtout le commerce énergétique avec l'Europe. Parce que s'il arrive un conflit, tu coupes le gaz, l'Europe gèle. Donc, il n'y a pas intérêt à avoir un conflit. Donc, il y a rapprochement, il y a développement de liens, toujours des liens économiques. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. Là. C'est des États dont on parle. Mais ça évite les guerres, ça évite les conflits. Si tu as un voisin avec lequel tu commerces, ton voisin de palier, par exemple, vous échangez des trucs, il y a ce dont tu as besoin désespérément et toi, tu as ce dont il a besoin désespérément. Ben, même s'il met sa musique un peu fort, tu risques de l'endurer, de ne pas aller lui casser la gueule parce que tu veux continuer à avoir ce dont tu as besoin. C'est comme ça pour les États. Tout à fait. Petite note donc pour finir tout ça. Donc d'après toi, il y a plus de probabilité d'avoir un effondrement économique qu'une guerre totale? On va avoir les deux. Mais dans le moment, je ne vais pas vraiment développer mon idée là-dessus, mais dans le moment, si on veut résumer, l'Occident est en réduction de forces militaires. L'aviation allemande s'est rendue une rigolade. L'aviation américaine, à cause de l'achat des F-35, qui coûtent extrêmement cher, sont obligés de couper sur la maintenance. Et la loi les oblige à avoir un certain nombre d'avions en état de combattre. Ils n'arrivent pas. Donc, ils sont obligés de faire semblant que les appareils fonctionnent alors qu'ils ne peuvent pas voler. L'armée de terre américaine est en réduction. La Navy vient de toucher des nouveaux bateaux hyper technologiques. Wow! Mais ils ont des défauts majeurs. Le dernier porte-avions, la catapulte, ne fonctionne pas. Ça brise, ça ne tient pas la route. C'est inacceptable. C'est un bateau qui est de 10 milliards plus 12 milliards plus 10 milliards de conception gaspillés. Et selon... Ils ont des problèmes de moteur.
Les moteurs, regarde. Selon les dernières déclarations de M. Trump, puis il y avait eu déjà des choses qui circulent là-dessus, c'est que l'armement nucléaire aux États-Unis est complètement désuet. Oui, ben d'ailleurs, il y a un programme de mise à jour des bombes à gravité, c'est-à-dire des bombes qu'on laisse tomber à partir d'avions, qui ne sont pas guidées. Ce qui est, à mon avis, c'est la base de tout, là. Mais c'est pas très technologique, tout ça, là. C'est dans le fond, c'est remettre à jour du vieux matériel, changer des pièces pour s'assurer qu'il fonctionne bien. C'est pas de la nouvelle technologie, là. Les missiles, bon, les Américains, ils n'ont jamais vraiment testé. Les Russes les testent de temps en temps. Mais je suppose que ça fonctionne bien. Mais c'est rien de nouveau, là. Les Russes sont en train de développer du nouveau matériel, par contre. Des missiles qui vont être capables de ne pas être atteints par les défenses antimissiles. Mais bon. D'où les commentaires d'Hillary Clinton qui disait dernièrement qu'il ne fallait pas laisser les Russes se développer technologiquement. Ça ressemble un peu à ce qu'on entendait pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on disait attention, il ne faudra pas laisser l'Allemagne comme ça, ils vont se développer technologiquement. Oui, ben de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Le conflit entre les États-Unis et la Russie est éternel. Ça ne date pas de 1945, ça date de bien avant. Et ça va continuer tant que les Américains vont avoir les moyens de rêver, mettre la main sur la Russie et contrôler le monde. Et ça va continuer tant que les Russes vont avoir les moyens de se maintenir et d'empêcher que ça arrive. En fait, tant qu'il n'y a pas de démocratie, disons, marchande en Russie, quoi. Ouais, ben démocratie, c'est un branding, ça, c'est un nom de marque. C'est pas une réalité. Ouais. Non, on ne connaît pas ça, là. Okay. Petite question avant de se laisser, Vic. Ton pronostic pour les États-Unis au niveau électoral, qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Eh bien, au moment où on se parle, le FBI vient de rouvrir l'enquête sur les emails de Clinton, suite à l'examen de l'ordinateur de Weiner, qui jouait trop avec son Winnie, et qui s'est fait saisir l'ordinateur. Weiner est le mari de Huma Abedin, qui est le bras droit de Hillary Clinton. D'ailleurs, Huma Abedin a disparu complètement de la carte. On ne sait pas où elle est. Ça risque de faire très mal à Hillary Clinton. Je crois qu'au niveau populaire, Trump va l'emporter. Parce que les récents événements nous illustrent ce que Trump disait, c'est que Hillary the Crook, c'est vrai. Cette femme-là a commis des actes criminels. D'ailleurs, c'est pour l'anecdote, il y a peut-être entre 70 et 80 personnes qui faisaient partie de l'entourage de Clinton qui, à travers les années, sont morts de manière utile ou soudaine. C'est documenté. Ceux qui ont déposé les plaintes contre Hillary Clinton, le Parti démocrate, ils sont morts dans les semaines qui ont suivi. Suicide, attaque par un criminel où on n'a rien volé, on n'a rien pris, on n'a pas violé, on n'a pas rien fait. Bref, il y a des trucs louches autour des Clinton. L'affaire des courriels, c'en est une de plus, et c'est probablement par ça que Clinton va chuter. Il ne faut pas oublier qu'elle a reçu de l'argent via la Fondation Clinton de la part de gens qui financent aussi le terrorisme international. Elle a reçu de l'argent pour... la Fondation Clinton a reçu de l'argent de la part d'intervenants de pays étrangers pour pouvoir rencontrer la secrétaire d'État Hillary Clinton. Donc, c'est de la corruption à son plus haut niveau. Je crois que les Américains sont en train de le voir. Et je crois que si les votes étaient comptabilisés correctement, c'est probablement Trump qui l'emporterait. On a entendu l'histoire de votes qui ne seraient pas vraiment légitimes. Enfin, Trump remettrait en question éventuellement le système si jamais il perdait. Ben, il aurait raison parce que, merci YouTube, il y a de plus en plus de preuves qui sortent un peu partout, qui montrent que les machines à voter sont en fait, c'est des ordinateurs dans le fond avec écran tactile. Il n'y a rien de nouveau, en fait, on avait eu l'histoire de l'affaire avec les Bush en Floride, il me semble. Mais c'était incroyable à l'époque. Mais l'idée a fait son chemin, les gens sont prêts à accepter l'idée. Et maintenant, il y a des témoignages visuels
via YouTube et toutes sortes de chaînes. Et on le voit à l'œuvre, ces machines-là. Les gens sont prêts à accepter ce genre d'informations-là maintenant. Il y a ça. Il y a un scénario connu au Québec. On naturalise beaucoup d'immigrants à toute vitesse aux États-Unis. On en fait rentrer. On dit aux immigrants illégaux, oui, vous pouvez aller voter, allez vous inscrire. Il y a des morts qui sont ressuscités et qui sont remis sur la liste électorale dans plusieurs États. Ça varie d'un État à l'autre. Mais il y a toutes sortes de manœuvres pour frauder le vote, dans le fond. Donc Trump pour les États-Unis. Maintenant, petite question. Et la France? J'aime pas le dire, mais je crois que pour le moment, la France est perdue. Peut-être que Marine Le Pen joue la comédie pour se rendre plus acceptable aux yeux d'un certain électorat. Et en ce sens, le discrédit qu'elle a jeté sur son père était de la comédie. C'était pas vrai, c'était quelque chose de convenu pour avoir l'air plus acceptable. Plus fréquentable. Je l'espère. Je le souhaite, parce que j'ai beaucoup d'estime pour M. le Président Le Pen, mais je me fais haïr encore plus. Non, je suis déjà assez haï comme ça. Je pense que j'ai atteint le total. Non, c'est ça. Mais il reste quand même que Le Pen avait raison et la rhétorique Le Pen est reprise maintenant par l'UMPS, dans le fond. Là. Peut-être pas le PS, là, mais tous les autres intervenants politiques en France, les autres partis, reprennent tranquillement cette rhétorique-là. Donc, Le Pen avait raison. Il n'y a aucune raison qu'il continue à être diabolisé, mais bon. Donc, si Marine Le Pen réussit à se faire élire, et si Marine Le Pen jouait la comédie et, dans le fond, veut appliquer le programme de son père, ça pourrait donner une chance pour la France. Autrement, je ne vois pas. Quand j'ai eu mon entretien avec Daniel Conversano, il me parlait de statistiques qui allaient sortir en 2017 sur le nombre de naissances afro-musulmanes et arabo-musulmanes en France qui était inférent sur le pourcentage de la population qui était d'origine étrangère. Parce que même si un arabo-musulman vit en France depuis 3 générations, son grand-père est arrivé, son père est lui-même, s'il a maintenu les valeurs de son pays d'origine, la religion de son pays d'origine, les habillements de son pays d'origine et la culture de son pays d'origine, malgré ce que ses papiers en disent, ce n'est pas un Français. La France, c'est pas un pays musulman. Ceci dit, ils font ce qu'ils veulent dans les pays musulmans. Là. Je veux dire, c'est pas à moi à dicter aux autres comment vivre. À la base, même, j'ai du respect pour les gens qui sont religieux. Là, il faut voir ce qu'ils en font aussi. Là, quand ça devient un prétexte pour une action politique, là, c'est plus pareil. Oui, tout à fait. Donc, pour la France, je ne le sais pas. En fait, on le verra quand... éventuellement, si le Grand Orient de France invite Madame Le Pen à faire un discours, on verra peut-être que c'est bon à ce moment-là. Peut-être, mais en même temps, je crois qu'en France, il existe beaucoup moins de liberté qu'aux États-Unis. Ce qui fait que tout discours qui pourrait discréditer la structure du pouvoir actuel, ça n'arrivera pas dans le public. On va s'acharner sur des gens, par exemple Boris Lelay, qui a été condamné à 2 ans de prison pour des propos racistes, alors que des gens qui commettent des viols, des races qui commettent des viols, eux autres vont s'en tirer facilement. Donc, toute parole dissidente ou toute parole qui tient un discours qui est contraire à celui du pouvoir, et on ne parle pas du parti, mais vraiment le pouvoir en place, il n'y a à peu près aucune chance qu'il soit entendu dans le public, sauf par des moyens détournés. Aux États-Unis, la parole est libre. On peut arriver à CNN en heure de grande antenne, si on a été invité. On peut arriver et dire quelque chose de gros et d'énorme. Ça se fait. Sauf quand CNN décide de couper, de dire « Tiens, on a un problème technique ». Par hasard, ça arrive, oui. Ça arrive, oui. Mais au Québec, c'est pareil qu'en France. Hein. On a... L'État, le pouvoir a moins de moyens de nous faire taire, mais il va essayer de nous faire taire. Tous les moyens sont bons. Oui. Je te remercie, Vic. Ça fait plaisir. À plus tard.